L'automobile est devenu notre principal allié dans tous nos déplacements. Pratique, rapide, disponible à n'importe quelle heure, symbole de liberté, de réussite sociale. Mais aujourd'hui, elle commence à nous étouffer. Les nuisances qu'elle provoque remettent en cause le modèle du tout automobile. Le secteur des transports, ça reste le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. La voiture, c'est près de la moitié de ses émissions. Si on veut réduire ces émissions, limiter le réchauffement climatique, il faudra forcément moins de voitures. Il faut savoir que ces dernières années, les voitures, elles ont grossi. C'est un peu l'obésité des voitures, c'est-à-dire on fait des voitures plus grandes et plus lourdes, qui ont malheureusement des effets négatifs, puisqu'elles consomment plus d'énergie, elles consomment plus de matériaux, plus de ressources, et c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut aller. La voiture, c'est près de 8 déplacements sur 10 encore aujourd'hui. C'est simple, on monte dans sa voiture et puis on file à son lieu de destination sans se poser de questions. Et cette voiture-là, elle a plusieurs problèmes, plusieurs enjeux en tout cas environnementaux. On l'a montré sur l'empreinte carbone, des enjeux de pollution de l'air, des enjeux de nuisances sonores. Le coût du bruit, on ne s'en rend pas compte, mais ça a quand même des coûts importants pour la société, près de 147 milliards d'euros, dont 2/3 sont imputables au transport. Mais elle a aussi des enjeux sur la santé publique. Et donc ça se voit notamment, nos enfants ont des modes de vie extrêmement sédentaires et ça se traduit par une hausse de l'obésité, par des maladies cardiovasculaires. On a aussi la dégradation de la qualité de l'air qui induit une augmentation des maladies respiratoires, etc. Mais il n'y a pas que ça en fait qui fait qu'aujourd'hui ce système tout automobile il n'est plus tenable. Il y a des enjeux sociaux. On a vu la crise des gilets jaunes. On voit combien à chaque fois qu'il y a un renchérissement des carburants, la France entière est en émoi. Et pour cause, aujourd'hui, on a toute une partie de la population qui est totalement dépendante de ces voitures. Donc dès qu'il y a un renchérissement des carburants, ça leur impose de faire des économies ailleurs parce que le budget mobilité, il explose. Donc aujourd'hui, ça, c'est pas tenable. Au Réseau Action Climat, on avait fait un travail sur le coût que représente chaque année une voiture dans le budget d'un ménage. C'est près de 5 000 euros. Donc si demain, on peut s'épargner ces 5 000 euros de frais annuels, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, aucun problème. Mais il faut avoir l'alternative. Dans le sillage de l'Union européenne, les lois visent désormais à réduire la pollution automobile. Les zones à faible émission vont écarter les vieilles voitures polluantes des zones urbaines, selon un calendrier qui pourrait s'étirer jusqu'en 2030. Et en 2035, on cessera de produire des voitures thermiques au profit de l'électrique. Les décisions passent mal, cela bouleverse les habitudes et implique de gros changements dans notre façon de nous déplacer. Alors, sur la voiture électrique, il ne faut pas considérer que c'est l'engin qui va résoudre tous les problèmes de la voiture thermique. C'est vrai qu'il y a un fantasme un peu général sur les mobilités. C'est l'idée que les solutions techniques vont permettre de pouvoir faire la même chose, mais en polluant moins. Des personnes qui pensent qu'on va basculer 38 millions de voitures à pétrole à l'électrique. Et il ne faut surtout pas faire ça, c'est la fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véhicule électrique, il est pertinent pour les petits trajets, parce que sinon, ça demande de faire des voitures avec des batteries énormes pour assurer l'autonomie. Et donc, du coup, ça en fait des véhicules qui sont complètement à l'encontre de ce qu'on souhaite développer pour lutter contre le changement climatique, etc. Je pense que ça évite aussi de se confronter à une vraie question qui est celle de la restriction des mobilités. Parce que la mobilité la moins polluante, c'est celle où on ne se déplace pas. Aujourd'hui, pour des enjeux de sobriété et pour des enjeux climatiques, on va en tout cas électrifier une partie de ce parc automobile. En contrepartie, on le redit, il faut densifier l'offre de transport public et aussi favoriser la mobilité douce. La ville de Tours, en Indre-et-Loire.
parti. Un matin comme un autre, pour la famille Genex, dans un petit faubourg à proximité du centre-ville. Je vais prendre le bus pour me rendre au travail. Nous n'avons pas de voiture, donc nous utilisons les vélos et les transports en commun pour nous rendre sur nos lieux de travail ou à l'école. Ce matin, je ne vais pas au lycée, je vais au stage au conseil départemental. Moi, je trouve ça un peu bizarre d'être en cravate comme sur un vélo, mais voilà, c'est mon moyen de transport, donc j'ai pas trop le choix, donc voilà. Alors là, c'est le rituel du matin, on regarde les petits lapins de l'île aux Cars. L'île, c'est au milieu de la Loire. Quand on a choisi notre maison, on savait que tous les matins, on allait traverser la Loire par ce petit pont, qui est un pont semi-piéton, vélo, et c'est toujours très agréable. Si on avait une voiture, là, on serait dans les bouchons. Ça serait une expérience tout à fait différente chaque matin. Bon, allez, on y va, en route pour l'école. Aujourd'hui, seulement 16% des Français n'ont pas de voiture. Et pour la plupart d'entre eux, ce n'est pas un choix. Il y a les anciens qui ne peuvent plus conduire et les plus pauvres qui n'ont pas les moyens. Moins de 5% de la population ont fait le choix de vivre sans voiture. Pour la plupart, ce sont des urbains, comme la famille Genex. On n'a plus de voiture, on avait une voiture quand les grands étaient petits. Une voiture vieillissante et quand il a fallu la changer, on a essayé de faire sans voiture puisqu'on travaille tous les deux en hypercentre et qu'on habite en hypercentre. C'est ce qu'on a fait, on a essayé et maintenant ça fait 8 ans. 8 ans. C'était économique au départ. On a fait le calcul et on s'est rendu compte que c'était idiot de garder notre voiture en fait. Ça plus c'était ça l'élément déclencheur. Et puis les soucis, pas avoir à se garer, à faire tous les entretiens tout le temps, dire ah mince les pneus à changer, la vidange, le contrôle technique, ah il y a un truc qui est abîmé, faut le changer, ou faut le laisser comme ça mais du coup c'est abîmé. Au début, on prenait une voiture pour aller faire les courses, même quand on n'avait plus de voiture, parce qu'on avait l'habitude de faire comme ça. Et puis petit à petit, on a fait du drive, petit à petit, on a... Le sac à dos, à vélo, en bus, voilà. La petite chariote pour aller faire les courses, comme les grands-mères. En fait, on a changé nos habitudes avec le temps, quoi. Au départ, on prenait peut-être plus la voiture. Oui. Enfin, on louait plus une voiture souvent, oui. que maintenant, on fait sans. On ne se déplace pas de la même façon, peut-être pas aussi régulièrement. On calcule, on dit bon bah là j'irai, quand j'irai faire ça, j'en profiterai pour faire ça. Mais c'est vrai que quand je descends en ville, je me dis, faut bien que je pense, je vais à la bibliothèque, mais il faut que je pense à si j'ai un truc à aller acheter, un cadeau à faire. Je fais tout en même temps, en une après-midi ou en 1h30, 2h. Et quand je remonte à la maison, j'essaye de ne pas avoir à redescendre en fait. Donc si on avait une voiture, peut-être qu'on aurait plus peut-être l'habitude de faire des allers-retours peut-être plus rapidement. Et peut-être finalement que la perte de temps, entre guillemets, d'être obligé toujours d'y aller à vélo, à pied, en bus ou aller louer une voiture pour aller quelque part, plutôt que de faire 5 trajets différents, parce qu'on se dit bah, j'ai la voiture, allez j'y vais, ça serait à calculer, mais en noter tout, je pense que finalement on passe peut-être pas beaucoup plus de temps que les gens qui font tout en voiture. Si on considère aujourd'hui qu'un déplacement de moins de 1 km peut se faire à pied et qu'un déplacement de moins de 4 km peut se faire à vélo, c'est 43% des automobilistes qui peuvent lâcher leur voiture pour se déplacer à pied ou à vélo. Les familles qui habitent en centre-ville
ont une plus grande latitude pour s'affranchir de l'automobile. Parce qu'effectivement, quand on a tout à portée de main, comme on dit, c'est-à-dire tout à proximité, toutes les activités quotidiennes, l'école, les services, les équipements, le sport, effectivement, la famille peut utiliser la marche à pied, les transports en commun, le vélo. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans les cœurs urbains qu'on voit ces changements de comportement, y compris portés par des familles. Les ménages ne sont pas égaux vis-à-vis de ces contraintes. En effet, loin des villes, il est difficile de réduire sa dépendance à la voiture. En milieu rural, les distances sont plus longues et les transports en commun très limités. Certains, pourtant, ont fait le choix de vivre sans voiture à la campagne. En Touraine, à Possé-sur-Cisse, près d'Amboise, c'est le cas de Mélanie et Florent, un couple de jeunes artistes. Actuellement, on se déplace à vélo uniquement. On se déplace à vélo depuis 3 ans maintenant. Au début, on a commencé vraiment avec des vieux vélos de récupération parce que il fallait urgemment qu'on trouve un moyen de remplacer la voiture qu'on avait malencontreusement cassée. Elle n'était pas irréparable, mais le prix que nous coûtait la réparation était trop important par rapport à ce qu'on avait à mettre dans une voiture qui nous servait 1% du temps peut-être. En fait, la voiture, on l'utilisait une fois par semaine pour faire les courses parce que nous, on a une vie assez sédentaire, c'est-à-dire qu'on travaille à domicile et donc ça n'a pas été un sacrifice en fait de se séparer de la voiture. Donc là, qu'il y a un élément extérieur qui vienne en fait nous forcer à faire un choix, ça a été le déclic, quoi. On n'est pas du tout isolé, justement en fait c'est un lieu qu'on a aussi choisi dans cette optique, c'est-à-dire que quand on s'est installé ici, on s'est dit ouais, avoir une gare à proximité, une gare en plus très passante, on savait qu'il n'y aurait pas de risque qu'elle ferme. On est sur la ligne Tours-Paris. Donc voilà, c'est une ligne qui est très empruntée, il y a des trains souvent. Puis tout est quand même relativement proche géographiquement. On est à 6 km d'un gros marché. On n'a pas 20 km avant le premier magasin, on n'a pas ce genre de choses. Les 5-6 km qui nous séparent justement de la gare ou de la ville d'Amboise, c'est des choses qu'on fait naturellement plusieurs fois maintenant par semaine parce qu'on a souvent des rendez-vous, des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte aussi qu'on est plus mobile sans la voiture. Parce qu'on n'a pas à se poser la question de où on se gare. C'est beaucoup plus libre. On prend notre vélo, on l'enfourche et puis on file et tout se passe bien. On va vous prendre. Voilà. Nos conditions de vie ont déterminé notre choix de mode de déplacement. Si on avait été plus isolé, on aurait sûrement choisi un autre mode de déplacement. Peut-être qu'on aurait gardé une voiture, peut-être en autopartage. Le mode de vie qu'on a, le mode de déplacement qu'on a, ça ne s'applique pas à tous les cas, à tous les gens. Nous, ça nous va parce qu'on ne sort pas beaucoup, parce qu'on est jeune, on est en bonne santé. C'est important aussi, je crois. Et je pense que oui, c'est tout à fait transposable, notre mode de vie, à celui d'autres personnes. Il faut juste accepter que les choses changent un petit peu. Des habitudes à accepter de perdre. Et c'est vraiment ça le plus difficile à faire. Je pense que ça se fera un jour. Et je pense que ça se fera quand l'essence sera trop chère. On estime qu'à peu près à 2-3% les ménages qui, ces dernières années, auraient abandonné plus ou moins partiellement la voiture. Souvent, on pense
la démotorisation comme une conversion totale et radicale, c'est-à-dire j'arrête d'utiliser la voiture et je ne me déplace qu'avec des modes alternatifs, le vélo, les transports en commun, etc. Ce qu'on voit, c'est généralement beaucoup de ménages conservent une voiture, même s'ils l'utilisent assez peu, qui leur offre une marge de sécurité qui leur permet justement de basculer et de pérenniser l'usage d'alternatives à la voiture. Dans les zones plus périurbaines et rurales, la voiture, elle peut avoir une place, mais elle peut être un peu un maillon de l'intermodalité. On peut faire une partie du trajet vers une gare, vers un parking relais ou pour aller faire du covoiturage. Et ces différents transports-là, le train, le covoiturage par exemple, c'est eux qui vont occuper la place la plus importante dans le temps de déplacement. Et effectivement, ça va avec une complexification de nos pratiques. On n'est plus dans je monte dans ma voiture et j'y vais, on est dans alors ok, je passe de une voiture à parfois la voiture, parfois le vélo, parfois le covoiturage, parfois le train ou le bus. Tout ça, ça demande d'acquérir des compétences. Ça demande de savoir ce qu'il y a comme offre sur le territoire. Ça demande simplement de réfléchir à tout ça et de se trouver une nouvelle routine beaucoup plus compliquée qu'avant. À Suèvre, entre Blois et Orléans, il n'y a plus de gare, mais une route très fréquentée en bord de Loire. François a choisi de se débarrasser aujourd'hui de la deuxième voiture de la famille, qu'il utilisait pour aller au travail. On appelle cela la démotorisation partielle. Cette voiture, c'est une voiture dont je me servais pour aller au travail jusqu'à la gare, dont je ne me sers plus, qui est en état de marche et que je vais donner à mon fils. J'allais à la gare de Mer pour aller au boulot en vélo. Donc bon, voilà, comme toute voiture qui ne sert plus, elle s'abîme. Mon fils a besoin d'une voiture pour se dépanner, mais je lui donne la voiture. Le véhicule que j'ai en ce moment, il est un peu en panne, donc c'est plutôt pas mal d'avoir un véhicule comme ça pour dépanner. Ouais. Bon courage. Il faut que chacun réfléchisse à qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que ça a du sens de prendre ma voiture pour faire 3-4 km, sachant que j'ai une voiture qui fait quasiment que ça. Donc la voiture d'appoint, il faut y réfléchir quand on chiffre un peu le coût d'une voiture d'appoint et puis l'impact que ça a, quoi. Il y a plein de situations dans lesquelles on pourrait faire beaucoup mieux. Faire beaucoup mieux, c'est de dire voilà, est-ce que je ne réfléchis pas à mon mode de transport? En fait, François a déjà renoncé depuis plusieurs mois à se servir de sa voiture au quotidien. Il est adepte de l'intermodalité. Pour se rendre au travail ou en revenir, il enchaîne 4 modes de déplacement. Et le premier, c'est la marche à pied. On est à Fleury-les-Aubrais, je sors du travail, je travaille pour un gros opérateur télécom. Et donc je vais rejoindre le tram qui se trouve à une dizaine de minutes d'ici, qui m'emmènera jusqu'à la gare d'Orléans. Gare d'Orléans où je reprendrai le train pour la gare de Mer, à 35 km. Là, je retrouverai mon vélo au garage et avec mon vélo, je rentrerai à la maison à Suèvre pour une vingtaine de minutes de trajet. Pour moi, c'est pas la course, c'est absolument pas la course. Je trouve que c'est moins la course qu'en voiture en fait. Il y a plus d'incertitude avec la voiture qu'avec le train ou le tram. C'est ce que j'ai trouvé de plus abordable et puis ça me permet ponctuellement de travailler dans le train, même si le trajet est court. Le trajet est quasi plus long en voiture qu'en train, tram, vélo, à pied. Il y a peut-être des environnements, des métiers auxquels ça se prête moins, mais je vois différentes personnes dans le train, que ce soit des gens qui sont plutôt dans le bâtiment, dans une administration.
prennent le train. Je pense que les gens qui partent de mer, par exemple comme moi, c'est facilitant, c'est économique. Enfin, les gens ne pourront pas prendre leur voiture. Enfin, j'ai un abonnement de train qui aujourd'hui, si je ramène ça au trajet, ça coûte pas grand-chose par rapport à la voiture. Il y a un garage à vélo à la gare, par exemple, qui, moi, il ne me coûte rien, puisque j'ai un abonnement de train, j'ai juste à ma case, je la mets dessus, je rentre. Si la plus grande partie du trajet de François est optimisée, il reste tout de même un gros point noir, la piste cyclable, qui devrait le ramener en sécurité depuis la gare. La piste cyclable se termine en cul-de-sac, c'est une voie sans issue pour vélo. Ça s'est arrêté là, ça n'a pas été jusqu'à Schwer où j'habite. Ça roule fort en début de matinée vers 9h, ça roule fort en fin de journée aux heures de sortie de bureau. À la belle saison, c'est plus pratique. Ça roule moins déjà, je ne sais pas pourquoi, et il y a plus de visibilité. Là, ce qui est dangereux, c'est la densité de circulation et puis la vitesse des gens, parce que voilà, c'est pas rassurant. Quand la circulation lui semble dangereuse, François préfère se réfugier sur une petite route. L'inconvénient, c'est beaucoup plus long. À l'époque où je faisais la route en voiture de l'autre côté, l'hiver, je doublais un scooter, c'est tout. Je n'ai jamais vu un vélo, donc je dois être un précurseur ou un fada. Un petit détour, mais ça dépend à combien on estime sa vie, quoi. Mais honnêtement, par rapport à la route d'à côté, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que là, je roule sereinement, je ne suis pas éclaboussé, je ne serre pas les fesses à chaque fois que j'entends un camion qui arrive. Et puis voilà, donc il n'y a pas un chat, j'ai l'impression de me balader. Je rentre du boulot, mais j'ai l'impression de me balader, et puis ça vide la tête, quoi. Pour aller d'ici à la gare de Mer, j'ai 7-8 km quand même. Donc tous les jours, bon voilà, du haut de mes 64 petits ans, ça faut en tenir compte aussi. Après, je pense qu'il y a des gens actifs qui n'ont pas cet âge-là et qui ont une forme physique qui va bien, quoi. Après, il faut un peu de courage. Enfin, je veux dire, on revient pas à l'âge de pierre, mais je veux dire, ça fait le plus grand bien du vélo, hein. Enfin, et il y a des gens qui vont s'accrocher à leur voiture. Donc, comment faire pour les convaincre? Je pense que le meilleur moyen pour les convaincre, c'est de leur prouver que on leur offre des choses qui vont bien, sécurisantes, dans des bonnes conditions et à moindre coût. Pourtant, dans la plupart des cas, l'un des gros problèmes du déplacement multimodal, c'est sa complexité. Et c'est encore pire quand le trajet est lointain et inhabituel. L'idée désormais, ce serait d'organiser ces déplacements grâce au numérique, avec une billettique simplifiée et des moteurs de recherche capables de synchroniser tous les horaires de tous les modes de transport. Effectivement, les transports en commun, c'est encore toute une gymnastique, organisation, surtout quand on veut enchaîner plusieurs modes. Chaque opérateur a son application avec son système de transport, sa tarification. On pourrait en fait repenser le numérique via un peu un système de billettique unique. Ça, effectivement, c'est un peu le principe du MaaS, donc Mobility as a Service, où l'idée, c'est que, en gros, on facilite l'intermodalité, le passage d'un mode à un autre, en supprimant toutes les barrières. Et notamment, une des barrières, ça peut être le fait qu'on doive acheter plein de tickets pour passer du train au bus, etc. De la même manière, on peut aussi imaginer un peu les tickets uniques ou même des tickets climat. Le réseau Action Climat, il propose aujourd'hui ce système de tickets uniques qui permet aussi d'avoir un accès illimité au transport dans sa région, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier de façon illimitée au bus, au tramway, au train régional, via en fait finalement ce ticket unique. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé autour de chez nous dans d'autres pays européens, on se rend compte que ce débat qui semble juste émerger en France, en fait, ça fait parfois des années, voire des dizaines d'années, qu'il a été traité, qu'il est traité dans d'autres pays. Si vous prenez les Pays-Bas, par exemple, depuis 2005 maintenant, donc ça fait presque 20 ans, ils ont mis en place un fameux système justement de titre unique
Ce qui est hyper intéressant avec ce qui s'est passé en Allemagne ou en Autriche, même avant, avec ces systèmes vraiment d'abonnement mensuel qui ont un prix fixe, 49 € par exemple en Allemagne, et qui permettent vraiment de faire tous ces trajets du quotidien en transport collectif, c'est qu'on se pose plus cette question de « Ah ok, très bien, ce trajet-là, je sais que je l'ai à pas très cher, mais qu'est-ce qu'il en est de tel autre trajet si je veux aller voir ma famille, partir en week-end ?» Et donc tout devient beaucoup plus simple, et le réflexe de la voiture, eh ben, il devient beaucoup moins évident, parce qu'on a une vraie alternative sérieuse qui est proposée. Le problème, c'est que diminuer la place de la voiture dans nos vies, ce n'est pas seulement une démarche technique et rationnelle. Comme symbole, le recours au transport en commun est un échec. La possession d'une voiture, une réussite. À partir des années 70, l'entrée dans la société de consommation, la voiture a été investie très fortement socialement en tant que critère de distinction sociale. C'est-à-dire qu'avoir sa voiture, c'était participer à la société de consommation. Donc cet imaginaire de la voiture, il reste quand même très présent dans notre société. Pourtant, une idée fait son chemin. On pourrait continuer à utiliser la voiture, mais moins souvent, et surtout, sans en être propriétaire. L'avenir, c'est aussi un système dans lequel, effectivement, le vélo ou la voiture en location est plus fréquente qu'aujourd'hui, où on est moins souvent propriétaire de son véhicule. On voit qu'en tout cas, c'est une perspective. Alors déjà, le leasing, pour certains propriétaires, c'est-à-dire la location de voiture, avec un abonnement mensuel, il a un peu déjà sonné le glas de la propriété pour ceux qui ont souhaité basculer vers le leasing. Mais il ne faut pas oublier aussi l'autopartage. L'autopartage, le fait de mettre à disposition des pools de véhicules, ça, c'est vraiment une solution qui peut s'inscrire dans l'avenir. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, un ménage, par exemple, sans enfants qui habite en centre-ville, n'a pas forcément beaucoup de raisons, s'il ne travaille pas en périphérie, d'avoir une voiture en propre. Un véhicule en autopartage, il peut remplacer 5 à 8 voitures. Il peut supprimer 10 à 20 000 km de trajet voiture par an et il peut libérer 1 à 3 places de stationnement en voirie. L'autopartage, c'est tout simplement des voitures de location en accès simplifié, comme les services de vélo ou de trottinettes qui se sont développés dans les villes. Le principe de l'autopartage, c'est vraiment de mutualiser les voitures. On part surtout d'un constat que les voitures particulières, personnelles, sont très peu utilisées. La statistique nationale, c'est 3% du temps. Une voiture personnelle est utilisée, là où les cities vont être pris jusqu'à 30 voire 40% du temps. En fait, c'est surtout être amené à réfléchir sur sa mobilité. Que la personne qui va passer à l'autopartage va déjà faire beaucoup moins de kilomètres en voiture que lorsqu'il avait sa voiture personnelle. Un exemple un petit peu caricatural, mais qui est parlant, c'est par exemple, j'ai ma boulangerie qui est à 500-600 mètres, il ne fait pas très beau, j'ai ma voiture personnelle, je vais prendre ma voiture. J'ai l'impression que ça ne me coûte rien, entre guillemets. Alors qu'en fait, ça coûte toujours, sauf que ce côté non coûteux est un peu illusoire. On ne se rend pas compte. Là où, avec l'autopartage, on est facturé à la course. Donc si la course, même si elle est de 1 ou 2 euros, elle coûte plus cher que la baguette de pain, on se rend tout de suite compte que c'est un petit peu absurde. Donc on va se dire, finalement, je peux peut-être y aller à pied ou à vélo. Et puis s'il pleut, je prends un parapluie, je m'adapte. Mais il y a certains déplacements qu'avant on faisait en voiture qu'on fait autrement. Il faut bien voir que la personne qui passe en autopartage va changer ses habitudes, va évoluer en tout cas et donner plus de poids, plus d'importance au vélo, à la marche ou au transport. Donc c'est très important quand on a une station comme celle-ci, qu'elle soit par exemple à proximité d'un parc vélo ou d'un arrêt de bus ou de tramway, puisqu'on n'a pas nécessairement une station d'autopartage en bas de chez soi, donc il faut bien s'y rendre. On est vraiment dans ce qu'on appelle le mix multimodal. À Tours, la famille Genex, qui a choisi de vivre sans posséder de voiture, est une adepte de l'autopartage. Aujourd'hui, on va chez des amis qui habitent à peu près à 25 km de Tours. On va passer la soirée faire un barbecue chez eux. Hop, donc là... Avec l'appli, j'ai ouvert le véhicule, fait le petit tour complet pour contrôler que tout est OK. Donc ça prend 2 minutes, il faut prendre quelques photos. Et ça remplace le temps de faire la queue au guichet de location, de montrer tous les papiers. Ça, c'est un système beaucoup plus flexible et c'est indispensable quand on n'a pas de voiture. Hop, c'est parti.
Donc là, je suis descendu en ville chercher le véhicule à sa station et je remonte à la maison chercher la petite famille. La famille utilise l'autopartage pour les situations où le vélo et les transports en commun n'offrent pas de solution. Quelques locations chaque mois, dont le budget est facile à chiffrer, car la formule inclut non seulement le kilométrage, mais aussi l'assurance et le carburant. Au final, une réelle économie par rapport au coût d'une voiture personnelle, qui revient en moyenne à plus de 400 € par mois. Le City, ça nous coûte à peu près entre 250 et 300 € par mois, sachant qu'on s'en sert, ça inclut là-dedans, c'est sur la moyenne sur l'année, ça inclut nos vacances d'été, 3 semaines, et puis des petits week-ends à droite à gauche, à l'île Dorée, en Auvergne. Voilà, et puis des petits déplacements comme ce soir, 35-40 km de tour, plus des petits déplacements pour des courses sur l'agglomération Tourangelle. Daniel et Sarah, qui reçoivent les Jeunex, vivent à plus de 35 km de Tours, en pleine campagne. À votre venue. Pourtant sensibles à la protection de l'environnement, ils ne voient pas comment ils pourraient réduire leur dépendance à la voiture. Je sais impossible la chose, vu là où je travaille et là où je vis, mes horaires décalés, c'est très tôt le matin ou très tard le soir. Les dimanches, les week-ends, les jours fériés, souvent, c'est juste pas possible. Il n'y a pas d'offre de transport en commun. Quand ça roule bien, le soir, c'est 3/4 d'heure. Mais sinon, le matin, c'est plutôt 50-55 minutes. Nous, ça nous convient de ne pas avoir de voiture. Les gens qui habitent à la campagne, comme Daniel, ça ne nous viendrait pas l'idée d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses à faire avant de mettre la pression sur les individus. Il faut aussi que les gouvernements s'engagent beaucoup plus. Il y a les industries, il faut qu'elles fassent des gros efforts. Et je pense qu'aller taper sur le mec qui a son vieux diesel qui habite à 50 bornes de Tours, je trouve ça scandaleux en fait. Que va devenir l'attractivité de ces territoires si se déplacer devient plus cher, plus difficile, ou si la réglementation, par exemple, contraint l'usage de la voiture. Il est très pertinent pour ces territoires-là de se poser la question dès maintenant et de se dire « Ok, il faut absolument que je propose des alternatives à la voiture, même si je suis un territoire rural qu'on considère globalement comme dépendant de la voiture, pour continuer à attirer et pour que mes habitants puissent sortir de cette dépendance-là. » À Montlouis-sur-Loire, près de Tours, la communauté de communes semi-rurale a commencé à proposer des solutions. N'ayant aucun pouvoir en matière de transport public, la collectivité a demandé à sa chargée de mission de faire preuve d'imagination. Et le résultat est plutôt surprenant. Là, l'idée, c'est de réhabiliter un petit peu l'autostop en mode local. Ce que je mets en avant, moi, surtout auprès des habitants, c'est le côté entraide et convivialité. Au fur et à mesure, en fait, de mes contacts avec les habitants, à recueillir leurs freins et à essayer de trouver des solutions avec eux, je me suis rendu compte que tant qu'ils ne passaient pas à la pratique, ce serait sans doute compliqué, en fait, de pouvoir s'y mettre. Donc, je propose des baptêmes d'autostop. La plupart du temps, finalement, ils se rendent compte que ça se fait bien, qu'on est assez rapidement pris. On a une moyenne, nous, d'attente de 4 minutes 30 au panneau, avec les 180 panneaux qui sont sur le territoire. Et ça permet assez rapidement de se rendre sur le lieu où on souhaite aller. On distribue à la communauté de communes en fait, des panneaux donc, sous format Véleda qui permettent justement de bien noter lisiblement la commune dans laquelle on souhaite se rendre. Donc là, on va faire un test avec la commune donc, juste après qui est Larçay. Donc j'écris tout simplement en gros et de façon la plus lisible possible le nom de la commune afin d'être bien visible. Moi, je prends en même temps donc, le temps d'attente à l'arrêt pour me permettre aussi d'avoir une moyenne sur le territoire et me rendre compte du temps d'attente effectif à chaque arrêt.
Bonjour. Bonjour monsieur. Il n'y a pas de souci? Merci beaucoup. Ah bah écoutez, c'est parfait. Quoi qu'il arrive, ça rend service. Vous connaissez le dispositif Réseau Pouce? Réseau Pouce. 20 secondes à peine et la première personne qui s'est arrêtée, un monsieur très gentil du coup qui connaissait pas le dispositif mais qui voulait rendre service, qui s'est excusé d'avoir ses outils au sol. Je dis bah vous me rendez service, c'est déjà ce qu'il y a de mieux, donc extra. Mais c'est toujours hyper plaisant parce que voilà, c'est juste une personne qui a envie de rendre service et c'est souvent ce qui se passe et ce que les habitants voient quand on fait les baptêmes, c'est que c'est de l'entraide, vraiment de la convivialité, c'est simple en fait. Les personnes vont à un endroit, ça leur fait plaisir de rendre service également. Donc il y a vraiment ce lien-là qui est un lien humain qui fait juste tout simplement du bien, quoi. Il faut penser la cohérence entre tous les modes. Ça, c'est aussi nouveau. De dire que le covoiturage ou l'autostop de proximité, c'est pas en concurrence avec le transport public. Il faut réussir à avoir cette pensée-là sur le long terme et à réussir après à trouver la façon de financer tout ça. J'ai échangé récemment avec un maire d'une commune rurale qui me disait mais finalement, tout l'argent qu'on met aujourd'hui dans les transports en commun, qui transportent quelques personnes, qui nous coûte très très cher, est-ce qu'on ne pourrait pas le repenser et l'allouer au vélo? Finalement, il y a un potentiel de report modal vers le vélo qui est extrêmement important. Et si on mettait autant d'argent sur le vélo qu'on en met aujourd'hui sur les transports en commun, en tout cas dans son territoire à lui, on pourrait aller très très vite. Le vélo est perçu comme un mode de déplacement lent, mais souvent on s'aperçoit qu'on rattrape les automobilistes qui viennent de nous dépasser au stop ou au feu suivant. En ville, en région parisienne, une étude de l'ADEME a démontré qu'on se déplaçait à environ 15 km/h à vélo et à 14 km/h en voiture. C'est économique, c'est bon pour la santé. En matière de statistiques, c'est quand même c'est impressionnant. Voilà, le vélo fait gagner de l'espérance de vie. Passer de la voiture au vélo, ça veut dire acquérir des compétences de cycliste. Et ces compétences de cycliste, elles ne sont pas du tout innées. Il faut apprendre à faire du vélo, par exemple, en ville ou dans un espace qui n'est pas celui de la balade du dimanche. Circuler en ville, parmi les voitures, etc., c'est un apprentissage. C'est vrai que même par des ménages convaincus, on va dire par cette nécessité de changer les comportements, n'ont pas forcément les moyens, les outils pour faire évoluer leurs pratiques. Un peu partout en France, des associations proposent des ateliers pour remettre les adultes sur un deux roues. 2% d'entre eux ne savent pas faire de vélo. Et plus de 15% ne se sentent pas prêts à affronter la circulation. L'autre cible, ce sont les enfants, accompagnés ici à Tours dans une opération de promotion du vélo. Le défi L'école j'y vais à vélo, il a aussi pour objectif de lutter contre l'enfant légume, comme nous on l'appelle, que l'on trimballe, où les parents font le taxi d'un point A à un point B pour aller à l'école, au club de judo, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de remettre l'enfant sur l'espace public et il faut réaménager la ville pour permettre à ces enfants de se déplacer sur l'espace public à vélo. Dans les grandes villes, le vélo a fait ses preuves ces dernières années, au point que certains professionnels en ont fait leur mode de déplacement et même leur outil de travail, comme ce livreur qui intervient dans l'agglomération tourangelle. En fait, il y a une association nationale qui existe qui s'appelle les boîtes à vélo et qui regroupe toutes les personnes qui travaillent à vélo. Donc on va avoir des plombiers, on va avoir des électriciens, des nettoyeurs de vitres, des traiteurs. On est vraiment arrivé à un point de vue technologique où on est capable de tout transporter à vélo. Et c'est pour ça que je suis passé au vélo cargo plus remorque.
qui permettent de transporter pratiquement jusqu'à... On pourrait presque aller jusqu'à 300 kg de charge par transport. Alors là, c'est la guerre. Là, honnêtement, celui qui est en camion, je le plains. Enfin, là, moi, en vélo, je me balade. Mais quand je vois le nombre de camions et de camionnettes qu'il y a partout, les livreurs qui sont en camion, ils sont obligés de se garer vachement loin et de tout finir au transpalette. Nous, en fait, notre client, il est juste un peu à droite. On va aller se garer juste devant sa porte pour décharger. Bonne journée, au revoir. La réaction des transporteurs est plutôt bonne, les transporteurs en camion, parce qu'ils ont compris en fait qu'on était complémentaires et qu'on faisait le même métier et qu'en plus, moi, j'allais pas les gêner. Je les bloque pas dans la rue, je les bloque pas pour pouvoir stationner. Ils sont plutôt contents. L'autre avantage aussi, c'est que nous, on n'a pas de limitation d'horaire. Donc ça veut dire qu'on a le droit de livrer après 11 h. Les motorisés, en fait, vont être bloqués après 11 h, ils vont plus avoir le droit de rouler. Et nous, on va pas avoir ce souci-là, en fait. Il n'y a pas de frein, hormis les freins psychologiques, on va dire, à passer au vélo. Mais c'est important qu'on préserve cet accès camion, parce que demain, un supermarché ou une petite supérette qui va être en centre-ville, bah, la livrer en vélo cargo, c'est dérisoire. Il faut être transparent, on ne fera pas 30 allers-retours de vélo cargo pour livrer un supermarché. Par contre, de livrer 10, 15, 20 restaurants dans la journée sur un centre-ville, là, c'est pertinent en vélo. Alors, il y a une vraie efficacité parce qu'on peut passer dans les pistes cyclables, donc on n'est pas soumis à tous les bouchons. On en a un petit peu parce que dans les petites rues, forcément, on reste bloqué derrière les voitures. On va aussi vite qu'une voiture. Une voiture, la vitesse moyenne, ça va être 14 km/h en ville. En vélo, on est plutôt autour de 17 km/h. Donc là, on va aller plus vite. Alors, il y a le côté coût, forcément. Un vélo, un attelage complet, on va être entre 10 et 15 000 euros. Vélo cargo plus remorque. On est quand même très loin du prix d'un utilitaire. Et bien sûr, il y a le côté écologique. On ne jette pas de CO2, on ne consomme pas d'énergie fossile. On ne fait pas de bruit en ville, et ça, c'est important aussi. Donc c'est aussi une qualité de vie améliorée pour tout le monde. Je dépose ça où? Ça marche. Niveau écologique, c'est beaucoup mieux. Nous, on limite nos emballages plastiques, on essaie de limiter les suremballages. Donc si en plus aussi on peut limiter notre pollution de transport avec de la livraison en vélo, c'est encore mieux, quoi. Là, par exemple, il m'a livré 7 cartons. Si c'était un énorme, un gros camion, pour 7 cartons, ça n'a pas de sens, quoi. Il faut que les transporteurs s'habituent à faire ce dernier kilomètre à l'intérieur des villes en vélo. Avec le vélo, c'est le train qui semble s'imposer comme l'autre pilier d'un monde avec moins de voitures. Est-ce qu'il y a un désir des gens d'aller plus vers le train aujourd'hui? Oui, c'est ce que l'on constate depuis 2 ans et c'est sans doute ce qui va s'accélérer encore dans les années à venir. Et oui, on a, nous, des gens qui nous disent dans les territoires ruraux qu'on visite qu'ils ont envie de moins dépendre aussi ou de moins utiliser leur véhicule personnel pour faire des trajets domicile-études ou domicile-travail. Donc la demande, elle est là, oui. La grande faiblesse du train actuellement, c'est qu'il dessert mal les zones rurales avec des trains trop rares en raison de leur taille et de leur coût de fonctionnement. Mais de nouveaux matériels roulants sont à l'étude. Ce train, c'est le renouveau du TER, des petits trains de TER. C'est un train de 30 mètres, donc vraiment ce qu'on a de plus petit au niveau de la SNCF. 80 places assises. C'est un train qu'on veut complètement décarboner. Donc on passe de 2 bons gros diesel à beaucoup de batteries. Nous, on est plutôt sur les lignes actuelles dont la desserte est pas assez dense, il n'y a pas assez de trains. L'idée, c'est évidemment une desserte très renforcée. On pourrait aller jusqu'au quart d'heure. Vous imaginez pouvoir prendre un train en heure de pointe au quart d'heure, c'est un vrai service par rapport aux
un train toutes les heures, voire toutes les 2 heures. Une idée complémentaire à celle des RER de province qu'on commence à imaginer autour des grandes villes. Le problème restant de proposer une solution aux campagnes lointaines où l'on est contraint d'utiliser la voiture par manque d'alternatives. L'avenir du train de campagne sur les petites lignes au bord de l'abandon est en train de se jouer dans les bureaux d'études. Avec Drézy, on fait un petit train de la taille d'un bus, 30 places assises, 80 voyageurs maximum, sur batterie, 100% électrique. Ça nous permet de réduire les coûts d'exploitation du train demain. Donc ce qu'on cherche à faire à travers un projet comme Drézy, c'est être 50% moins cher sur ces lignes comparé à leur exploitation par un train lourd classique d'aujourd'hui. Donc 50% moins cher, ça permettrait d'en mettre beaucoup plus. Et puis, il y a les lignes où plus rien ne circule. Les campagnes où l'autocar n'arrive pas à convaincre. Le pari, c'est d'aller chercher les gens presque chez eux pour les ramener à une gare importante grâce à un étonnant petit train. On a aussi un autre projet qui est un projet de navette rail-route, Flexi, qu'on destine lui plutôt à des lignes aujourd'hui non circulées. C'est de la voie unique, donc des difficultés pour se croiser. Sur les passages à niveau, aux intersections routières, notre idée là, c'était de dire enlevons les passages à niveau et à l'endroit de l'intersection avec la route, passons sur la route et transformons le passage à niveau, cette rencontre entre la voie ferrée avec la route, en simple carrefour routier. On n'a pas voulu mettre une voiture sur les rails, on a voulu faire un train d'un nouveau genre, 14 places, 100% électrique sur batterie, qui pourrait céder de la route pour faciliter le ferroviaire. On est en train de prédisposer l'engin à une future conduite autonome. On pense que c'est un peu trop tôt, mais en tout cas, on veut avoir la possibilité demain de voir évoluer ce train vers de la conduite autonome. Donc s'il n'y a plus de conducteur, on sera encore beaucoup plus libre pour avoir des amplitudes horaires en extrême journée plus facilement. Donc on va automatiser un certain nombre de séquences de circulation, mais à terme, ce que l'on veut, c'est qu'elles soient totalement autonomes. Il va falloir s'habituer à voir dans notre environnement de nouveaux véhicules, comme cette navette routière autonome expérimentée par Keolis à Châteauroux. Ce petit bus, testé ici sur un site fermé, au Centre national de tir sportif, est presque au point techniquement. La navette devrait rapidement être expérimentée en conditions réelles sur une mini-ligne en pleine ville, avec une vitesse d'exploitation de 20 km/h. Les véhicules seront reliés à un poste de contrôle sous la surveillance d'un opérateur en capacité d'intervenir à distance à tout moment. La technologie semble maîtrisée. Reste à mesurer à quel point les voyageurs sont prêts à se déplacer dans un véhicule sans pilote. Si l'offre d'alternatives à la voiture se développe, le travail qui reste à accomplir est énorme. Et la technologie n'est qu'une partie de la réponse. Le problème n'est pas seulement la recherche des aménagements, des véhicules et des énergies qui vont sauver la planète. Réduire les nuisances liées à notre mobilité, c'est aussi accepter de changer nos habitudes de déplacement, avec ou sans voiture. En fait, il faut simplement qu'on considère aujourd'hui, comme quand on parle du changement climatique de manière générale, qu'on est dans une planète qui a des limites. On l'a oublié en fait, mais il faut juste se rappeler ça, quoi. Je pense qu'on se déplacera moins et qu'on se déplacera autrement. En fait, on va remettre des limites dans ce qu'on a considéré comme quelque chose comme du tout possible. Voilà. Comme les offres alternatives sont peu disponibles, la voiture, elle reste extrêmement majoritaire. Il faut qu'elle le soit moins. Et ben même dans les scénarios qui nous disent qu'il va falloir se déplacer beaucoup moins en nombre de trajets, en distance parcourue, en fait, même ce scénario-là ne dit pas du tout on va rester cloîtré à la maison ou on va se déplacer dans l'hyperlocal. Oui, l'enjeu, c'est vraiment de changer cette organisation des transports. Et on ne dit pas que c'est facile, c'est un travail qui est énorme, c'est un défi qui est énorme. Mais
On n'a pas le choix, en fait, on a plus beaucoup de temps, il faut absolument qu'on s'attelle à ça. Ça a énormément changé en quelques années. Le premier plan vélo, c'est 2018. C'est extrêmement récent. Et il y a plein de choses qui se sont développées. Les mentalités, je parle là des techniciens, des élus, ont énormément évolué ces 4-5 dernières années. Donc voilà, oui, soyons un peu patients.